Élodie Laurent vivait dans un hameau paisible, niché entre les collines ondulantes de la Normandie. À 32 ans, elle menait une vie simple mais pleine de sens. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil, attachait ses cheveux avec un vieux ruban bleu délavé, puis descendait les marches de pierre de sa modeste ferme pour nourrir ses poules et vérifier les plants de lavande. L'odeur du sol humide et le chant des coqs étaient pour elle des marques silencieuses de stabilité. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle possédait assez pour vivre dignement. Sa ferme, héritée de ses grands-parents, n'était pas grande. 3 hectares à peine, avec un champ de lavande qui attirait les abeilles, quelques rangées de légumes pour le marché du samedi, et un poulailler qu'elle avait construit elle-même. Loin d'être rustre, Élodie était une autodidacte passionnée. Elle lisait des revues agricoles techniques, suivait des formations en ligne quand la connexion le permettait, et tenait un carnet noir dans lequel elle notait chaque idée, chaque observation météorologique, chaque amélioration possible. Elle rêvait secrètement de moderniser les pratiques agricoles traditionnelles, non pas en les remplaçant, mais en les augmentant avec des outils contemporains. Le soir, elle s'asseyait devant son vieil ordinateur portable, tapotait sur le clavier avec application, rédigeant des propositions de projets qu'elle envoyait parfois à des entreprises, des concours ou des programmes de développement rural. Elle n'attendait pas grand-chose en retour. Ses messages partaient dans le silence numérique, sans accuser de réception. Pourtant, cette habitude était devenue un rituel. Cela lui donnait le sentiment qu'elle essayait, qu'elle existait au-delà des champs et des poules. Puis un matin d'automne, alors qu'elle triait ses œufs, son téléphone vibra avec un bip inhabituel. Une notification d'email. C'était rare. Elle essuya ses mains sur son tablier, ouvrit le message et son cœur manqua un battement. L'en-tête affichait le nom d'une entreprise qu'elle connaissait bien, Agronova, un géant de l'agro-industrie basé à Paris. L'email était rédigé de manière formelle, signé par le directeur adjoint de la division Recherche et Innovation. Il l'invitait à une réunion stratégique, prévue pour le vendredi suivant, au siège de la société. Élodie relut l'email plusieurs fois, cherchant l'erreur. Était-ce une plaisanterie? Une erreur d'envoi? Mais l'adresse était la sienne. Le contenu mentionnait spécifiquement son intérêt pour les techniques de culture régénérative. Et surtout, il y avait en pièces jointes un plan d'accès et une confirmation de rendez-vous officiel. Tout semblait vrai. Pourtant, elle n'avait jamais reçu de réponse à ses propositions. Pourquoi maintenant? Elle hésita toute la journée, son esprit tournant comme une roue mal huilée. En même temps, elle ressentait une chaleur étrange dans la poitrine, quelque chose entre l'excitation et l'appréhension. Finalement, le soir venu, elle imprima l'email, prépara son vieux sac de voyage et sélectionna avec soin la tenue la plus élégante qu'elle possédait. Un manteau beige en laine, une jupe plissée et un chemisier blanc légèrement jauni au poignet. Ce n'était pas grand-chose, mais cela traduisait son respect pour l'occasion. Le lendemain, elle fit les comptes, vendit quelques pots de confiture maison au marché et acheta un billet de train pour Paris. Le départ était prévu pour le jeudi matin, afin d'arriver la veille du rendez-vous. Ce serait sa première visite dans la capitale depuis plus de 10 ans. La nuit précédant le voyage, elle dormit peu. 1000 scénarios se bousculaient dans son esprit. Et si c'était un piège? Et si elle n'était pas à la hauteur? Mais au fond, une pensée persistante balayait toutes les autres. Peut-être que cette fois, quelqu'un avait vraiment lu son idée. Peut-être que tout cela n'était pas un hasard. Peut-être qu'elle avait enfin été entendue. À l'aube, elle chargea son sac, ferma la porte de la ferme et s'arrêta un instant sur le seuil. Le vent caressait les champs violets, les coqs chantèrent déjà. Elle inspira profondément, comme pour emporter avec elle une bouffée de campagne. Puis elle descendit le sentier de gravier en direction de la gare la plus proche, sans savoir que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Le train ralentit à l'approche de la gare Saint-Lazare, glissant entre les bâtiments gris de Paris comme un serpent de fer fatigué. Élodie appuyait le front contre la vitre, observant les toits d'ardoise, les murs couverts de tags et les silhouettes pressées sur les quais. La capitale avait quelque chose d'étrangement intimidant. Elle se sentait étrangère dans ce tumulte de béton et de bruit, comme si elle entrait dans un théâtre sans connaître la pièce ni son rôle. Son arrivée fut discrète. Elle descendit du train avec son sac à l'épaule, le manteau boutonné jusqu'au cou. Elle avait tenté de dompter ses cheveux bruns en une tresse serrée, mais quelques mèches échappaient déjà à sa volonté. Elle ne savait pas très bien comment se comporter, où regarder, qui éviter.
Elle suivit la foule jusqu'au métro, paya maladroitement son ticket et monta dans une rame en direction de la station la plus proche du siège d'Agronova. Tout autour d'elle, les gens consultaient leur téléphone. Certains en costume sombre, d'autres avec des écouteurs dissimulant des mondes intérieurs. Élodie serrait contre elle la pochette contenant l'email imprimé, comme une preuve tangible de sa légitimité. La tour de verre qui abritait Agronova dominait le quartier comme un monolithe glacé. Les lettres du logo brillaient au sommet du bâtiment. En s'approchant, elle sentit ses jambes se raidir. L'entrée principale était encadrée de colonnes modernes et de portes automatiques, qui s'ouvraient silencieusement devant elle. Le sol en marbre reflétait les talons des cadres qui allaient et venaient d'un pas pressé. Tout respirait l'efficacité, la vitesse, l'assurance. Élodie se dirigea vers le comptoir d'accueil. Derrière une vitre, un agent de sécurité l'observa brièvement avant de lui demander son nom. Elle répondit d'une voix posée mais tendue, en articulant chaque syllabe « Élodie Laurent ». Il tapa sur son clavier, fronça les sourcils, vérifia à nouveau. Rien. Il recommença, changea l'orthographe, consulta une autre liste, toujours rien. Elle sortit alors sa feuille imprimée. L'agent la prit, lut rapidement, puis haussa un sourcil. Le document semblait authentique, bien que son nom n'apparût nulle part dans le planning prévu. Après un moment d'hésitation, il appuya sur un bouton et un badge temporaire sortit d'un petit distributeur intégré au bureau. « Vous pouvez monter », dit-il sans sourire. « Étage 22, salle de conférence C. C'est au fond du couloir à gauche. » Elle le remercia poliment, prenant soin de cacher son trouble. Les ascenseurs étaient rapides, silencieux. À mesure que les chiffres défilaient, elle sentait son cœur battre plus fort. Arrivée au 22e étage, elle fut frappée par le contraste avec l'ambiance feutrée de l'accueil. Ici, tout était plus agité, plus nerveux. Des voix résonnaient derrière les portes fermées, des écrans affichaient des graphiques, des lignes de code, des images de drones agricoles. Élodie traversa le couloir jusqu'à la salle indiquée. À l'intérieur, une demi-douzaine de personnes discutaient déjà, vêtues de tailleurs et de costumes bien coupés. Lorsqu'elle entra, les conversations s'interrompirent brièvement. Des regards se posèrent sur elle, étonnés, presque incrédules. Une femme blonde, assise au centre de la table, lui adressa un sourire poli, mais visiblement confus. « Vous êtes la nouvelle traiteur ?» demanda-t-elle en regardant son manteau avec perplexité. « Non, je suis Élodie Laurent. J'ai reçu une invitation pour cette réunion, » répondit-elle en tendant l'email à la première personne qui accepta de le lire. Un silence pesant s'installa. La feuille circula entre plusieurs mains. Des sourcils se levèrent. Une discussion basse commença dans un coin de la salle. Une autre femme se leva, consulta un agenda numérique, puis fit signe à un assistant en tailleur. « Monsieur Delaroche, le directeur adjoint, est censé présider cette réunion. Il n'a jamais mentionné votre nom. Et vous n'êtes pas dans la liste des participants. » Élodie sentit ses joues rougir, mais elle tint bon. Elle reprit calmement. « Je comprends que cela semble étrange, mais j'ai bien reçu cette invitation avec la mention explicite de mon projet. Peut-être y a-t-il eu une erreur de transmission, ou peut-être que quelqu'un ici connaît déjà mon travail. » L'assistante haussa les épaules et quitta la pièce sans dire un mot. Les autres reprirent leur discussion comme si elle n'était plus là. Elle resta debout quelques minutes, le badge suspendu à son cou, sans savoir si elle devait attendre ou partir. Personne ne lui adressa un regard. Elle finit par sortir dans le couloir puis retourna vers l'accueil du plateau. Là, elle s'assit sur une banquette, fixant un tableau abstrait accroché au mur. Les secondes passaient lentement. Elle avait l'impression d'être un objet oublié dans un lieu qui n'était pas le sien. Elle repensa à sa ferme, à la lavande, à l'odeur du pain chaud le matin. Ici, tout sentait le plastique, le café en capsule et le parfum coûteux. Un jeune homme apparut soudain, un badge stagiaire accroché à sa chemise. Il semblait pressé mais intrigué. Il s'approcha d'elle. « Vous êtes bien, Madame Laurent ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis désolé pour ce qui se passe. Je viens de regarder dans notre système et il n'y a vraiment aucune trace de votre convocation. C'est étrange. Pourtant, votre email est bien signé par notre directeur adjoint. » Il tendit la main et elle lui passa la feuille. Il la lut attentivement, plissa les yeux, prit une photo avec son téléphone. « Je vais creuser un peu. Ce genre d'adresse ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Et vous avez bien dit que ce projet, vous l'avez conçu vous-même ?» Elle acquiesça sans hésiter.
Il hocha lentement la tête puis se leva. « Attendez ici. Je reviens. » Élodie le regarda disparaître au fond du couloir. Autour d'elle, l'agitation continuait, mais elle restait invisible. Un fantôme sans costume, sans titre, sans reconnaissance. Pourtant, quelque chose venait de s'ouvrir, une brèche, infime, mais réelle. Elle ne comprenait pas encore pourquoi elle avait été convoquée, mais elle pressentait que cette confusion n'était pas une simple erreur, et elle était venue jusqu'ici. Elle n'avait pas traversé la moitié du pays pour rentrer chez elle sans avoir compris ce qui se tramait derrière ses portes. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur désarmante, pendant qu'Élodie attendait, assise sur le banc au coussin trop rigide du couloir principal. Autour d'elle, les employés défilaient dans un balai constant, jetant parfois un regard furtif dans sa direction, avant de détourner les yeux, comme si sa présence hors norme menaçait un certain équilibre tacite de l'ordre social du bâtiment. Elle serrait contre elle son sac et gardait les yeux fixés sur la moquette beige, où s'entrelaçaient des motifs abstraits sans signification. Il ne s'agissait plus d'impatience, mais d'un sentiment plus profond, plus lourd, l'impression de ne pas exister dans un univers bâti pour les autres. 30 minutes plus tard, le jeune stagiaire réapparut. Il semblait légèrement essoufflé, comme s'il avait dû franchir plusieurs obstacles invisibles pour revenir jusqu'à elle. Il s'assit à ses côtés avec une expression mi-embarrassée, mi-intriguée. « Je m'appelle Mathieu, dit-il doucement. J'ai fouillé un peu partout, vraiment. J'ai vérifié les archives des convocations, les calendriers internes, même les bases de données des correspondances envoyées à l'extérieur. Il n'y a rien. Votre nom n'apparaît nulle part. C'est comme si votre invitation n'avait jamais été enregistrée. » Élodie fronça légèrement les sourcils. Elle répondit avec calme, mais une pointe de frustration filtrait dans sa voix. Pourtant, l'email vient bien de l'adresse de Monsieur Delaroche. C'est une adresse officielle, non? Oui, c'est ça qui est étrange. C'est bien une adresse interne, et pas une redirection ou un faux domaine. Je l'ai vérifié ligne par ligne, mais il n'y a aucun log d'envoi associé à ce message dans notre système. Officiellement, ce mail n'a jamais été envoyé depuis ici. Le silence s'installa à nouveau entre eux. Mathieu fixait le document, comme s'il espérait qu'il finirait par lui livrer son secret. Il tapota son téléphone quelques instants, puis continua d'un ton plus prudent. Ce genre d'email ne peut apparaître tout seul. Il a bien été généré par quelqu'un. Et ce quelqu'un a utilisé des identifiants internes, ce qui veut dire qu'il travaille ici ou qu'il y a eu une compromission. Mais le plus probable, c'est qu'il y a une volonté de dissimulation. Élodie sentit un frisson lui remonter l'échine. L'idée que quelqu'un, dans cette entreprise gigantesque, ait pu sciemment l'inviter ici puis effacer toute trace de cet acte, éveillait des questions bien plus vastes qu'un simple oubli administratif. Et pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi m'inviter, puis faire comme si je n'existais pas? Mathieu haussa les épaules, visiblement troublé lui aussi. Je n'en ai aucune idée. Peut-être que quelqu'un a vu votre projet, a voulu vous rencontrer discrètement. Peut-être qu'il y a eu un changement de plan. Ou pire, quelqu'un a peut-être utilisé votre idée sans autorisation et cherche maintenant à couvrir ses traces. Elle le regarda, les yeux légèrement plissés. Cette dernière hypothèse résonnait douloureusement. Son dossier, elle l'avait envoyé par email à plusieurs entreprises, il y a quelques mois, y compris ici. À l'époque, elle n'avait reçu aucune réponse, et voilà qu'on prétendait maintenant qu'elle n'avait jamais été invitée. L'impression d'avoir été instrumentalisée, exploitée, grandissait dans son esprit comme une tache d'encre sur du papier. Mathieu sembla lire cette tension sur son visage. Il se pencha légèrement, parlant plus bas. « Il y a quelqu'un ici, une cadre supérieure, qui pourrait peut-être vous écouter, pas parce qu'elle veut vous aider, mais parce qu'elle aime comprendre ce qu'elle ne maîtrise pas. Je peux tenter de lui en parler. Elle ne reçoit personne sans rendez-vous, mais si je lui présente ça comme un cas bizarre, elle pourrait m'accorder 5 minutes. Vous êtes d'accord ?» Élodie hocha lentement la tête. Elle n'avait pas fait tout ce chemin pour s'effondrer au premier obstacle. Même si l'hostilité était palpable, même si l'indifférence lui pesait sur les épaules, elle savait au fond d'elle que son idée avait de la valeur. Elle n'avait rien volé, rien falsifié. Chaque mot, chaque schéma de son dossier venait de ses mains, de ses nuits blanches, de ses observations dans les champs normands. Mathieu disparut à nouveau. Lorsqu'il revint, une dizaine de minutes plus tard, il lui fit signe d'un mouvement bref. « Elle accepte de vous recevoir, mais seulement 5 minutes. Ne vous attendez pas à un tapis rouge. »
Élodie se leva, redressant instinctivement son manteau. Elle suivit Mathieu jusqu'à un autre couloir, plus étroit, où les murs étaient tapissés de cadres noirs, affichant les trophées de la société. Prix d'innovation, diplômes, partenariats stratégiques, des noms prestigieux, des logos internationaux, une élite agricole qui se félicitait elle-même en boucle. La pièce dans laquelle on la fit entrer était plus sobre que ce qu'elle imaginait. Une table ronde en verre, quelques chaises, une baie vitrée qui offrait une vue plongeante sur la ville. Derrière la table, une femme d'une 50aine d'années, coiffée avec une rigueur sans faille, l'attendait tablette en main. « Élodie Laurent, c'est ça ?» fit-elle en consultant brièvement un document. « Vous êtes la personne que mon stagiaire m'a décrite comme atypique. » Élodie s'assit sans se laisser intimider. « Je suis ici parce que j'ai reçu un email d'invitation et parce que je crois profondément que mon projet peut faire une différence dans la façon dont on cultive nos terres. » La cadre haussa un sourcil, intriguée malgré elle. « Vous parlez de ce dossier sur l'agriculture régénérative, avec croisement de techniques traditionnelles et modélisation climatique. » Élodie hocha la tête. « C'est exactement ça. Je l'ai développé seul, chez moi. J'ai envoyé cette proposition à plusieurs entreprises, y compris la vôtre, et c'est après cela que j'ai reçu cette convocation. » La femme l'observa longuement, puis feuilleta rapidement le dossier que Mathieu lui avait transmis. Son regard s'arrêta sur une page puis une autre. Elle pinça les lèvres. « Je dois admettre que certaines idées ici sont intéressantes, un peu naïves, peut-être, mais pas dénuées de fondement. » Elle leva les yeux. « Mais vous comprenez, je suppose, que dans ce milieu il est difficile de croire que quelqu'un sans diplôme, sans réseau, sans expérience en entreprise, puisse avoir conçu cela seul. » Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle se pencha légèrement, les mains croisées sur ses genoux. « Ce que j'ai, c'est le terrain, les mains dans la terre. J'ai passé des années à observer, à expérimenter, à échouer, puis recommencer. Et j'ai étudié, seul, chaque soir. Ce projet, il vient de là. Pas des écoles, mais de la vie. » La cadre ne répondit pas. Elle referma la tablette et se leva. « Merci d'être venu. Je vais faire suivre ce dossier à notre département juridique. Si une suite doit être donnée, vous en serez informé. » Élodie comprit que l'entretien était terminé. Elle se leva à son tour dignement. En sortant, elle croisa le regard de Mathieu, qui attendait près de l'entrée. Il n'eut pas besoin de mots pour comprendre que rien n'avait été résolu. Mais dans le silence de cette réunion, une nouvelle certitude avait germé. Quelqu'un dans cette entreprise connaissait bel et bien son travail. Et cette vérité, aussi silencieuse soit-elle, ne pourrait pas rester cachée éternellement. Le silence qui suivit la réunion improvisée avec la cadre supérieure fut plus éloquent que 1000 discours. Élodie sortit de la pièce comme on quitte un interrogatoire, avec cette impression de n'avoir été ni écoutée, ni réellement considérée. Elle ne savait pas si ce qu'elle avait dit avait semé une graine dans l'esprit de cette femme méthodique, ou si tout cela serait classé dans un dossier oublié, étiqueté « anecdote périphérique ». Mais une chose était certaine, rien dans ce bâtiment ne lui était destiné. Pas les couloirs feutrés, ni les tenues uniformément sobres, ni les regards qui, sans hostilité ouverte, portaient en eux une conviction sourde. Elle n'était pas à sa place. Mathieu l'accompagna jusqu'à l'accueil, où le badge temporaire qu'elle portait fut désactivé par un simple bip électronique. Le geste était mécanique, mais sa signification profonde lui sauta aux yeux. Elle avait été tolérée brièvement dans un espace qui ne l'avait pas reconnue comme légitime. L'illusion d'une opportunité fondée sur le mérite venait de se heurter à un mur bien plus ancien, celui des apparences. Avant de quitter les lieux, elle se retourna un instant vers le hall principal. Les silhouettes qui le traversaient ressemblaient à des ombres bien réglées, toutes portant les mêmes signes extérieurs de conformité. Chaussures brillantes, tailleurs ajustés, cheveux maîtrisés, langage chiffré. Ce monde parlait une langue qu'elle comprenait intellectuellement, mais dont elle ne possédait pas l'accent social. Son vocabulaire, forgé par les chants, les saisons, la rudesse du sol et les gestes simples, semblait incongru ici. Elle descendit les marches du bâtiment, traversa la petite place face à l'entrée et s'assit sur un banc de pierre. Les voitures de fonction défilaient, les passants filaient, sans prêter attention à cette femme aux bottes usées et au regard fixe. Le contraste avec sa ferme lui sauta au visage. Là-bas, elle connaissait chaque arbre, chaque pierre, chaque animal par son nom ou son comportement.
Ici, elle n'était rien de plus qu'un numéro sans ligne dans un système trop vaste pour percevoir l'individu. Mais malgré l'humiliation muette, quelque chose en elle refusait de se courber. Elle ouvrit son carnet, celui qu'elle ne quittait jamais, et relut quelques-unes des pages où elle avait consigné ses idées. Chaque note, chaque croquis, chaque hypothèse témoignait d'une pensée structurée, patiente, tenace. Son projet n'était pas né d'une lubie passagère. Il était le fruit de plusieurs années de tests, d'échecs répétés, d'ajustements méthodiques. Rien de tout cela n'avait été improvisé. Ce qui blessait le plus, ce n'était pas le rejet en soi, mais l'incapacité manifeste de l'entreprise à reconnaître la valeur derrière la simplicité de sa présentation. L'idée que sa légitimité pouvait être niée non pas à cause de l'insuffisance de son contenu, mais à cause de la manière dont elle s'exprimait, de sa tenue, de ses origines rurales, la révoltait. On l'avait écoutée comme on écoute une histoire curieuse, un divertissement campagnard, mais pas comme une interlocutrice sérieuse. Ce mépris feutré, bien plus subtil qu'une hostilité directe, se glissait dans les silences, les sourires polis, les phrases suspendues. Elle se demanda combien d'autres personnes comme elle, venues de loin avec des idées nouvelles, avaient vu leurs propositions étouffées sous le poids de ce conformisme invisible. Elle pensa à toutes ces intelligences sans diplôme, à tous ces innovateurs sans carte de visite, à ces esprits fertiles rejetés pour défaut d'emballage. Et elle comprit que son combat ne se limiterait pas à faire reconnaître son idée. Il s'agirait aussi désormais de faire tomber ce filtre social qui invalidait l'innovation dès qu'elle n'était pas exprimée dans les codes admis. Une brise fraîche la tira de ses pensées. Le ciel gris de Paris semblait vouloir fondre sur les toits. Elle remit son carnet dans son sac, se leva et marcha lentement vers le métro. Le trajet de retour vers la chambre qu'elle avait louée dans un quartier excentré fut long et silencieux. Chaque station franchie lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de la réalité parallèle qu'elle avait brièvement effleurée. Le soir, dans la petite pièce aux murs minces, elle s'assit au bord du lit et consulta les notes qu'elle avait prises les mois précédents. Son projet portait un nom qu'elle avait elle-même choisi, Solrenou, un système de culture basé sur la régénération des sols combiné à l'analyse météorologique en temps réel. Elle avait modélisé les cycles, calculé les rendements, comparé les données historiques. Rien n'avait été laissé au hasard. Ce n'était pas un rêve flou, mais un plan détaillé. Si elle avait pu le développer avec si peu de moyens, elle imaginait ce qu'il pourrait devenir avec des ressources adaptées. Elle se souvint alors d'un détail évoqué par la cadre durant leur échange. Une phrase lancée à demi-mot, « Certaines idées ici sont intéressantes ». Cette reconnaissance partielle, même mêlée de condescendance, trahissait une vérité plus inquiétante. Il était probable que certains membres de la direction avaient effectivement pris connaissance de son travail. Peut-être même qu'il circulait déjà dans les couloirs, sous une autre forme, avec un autre nom. L'idée qu'on puisse exploiter sa proposition sans jamais lui en attribuer la paternité fit monter en elle une colère froide, méthodique. Elle alluma son ordinateur portable et commença à fouiller. Elle consulta le site de l'entreprise, les annonces de projets récents, les communiqués de presse. Elle repéra une conférence interne prévue sur plusieurs jours, dont la première session avait eu lieu aujourd'hui. Une autre devait se tenir le lendemain, ouverte à un public plus large. L'un des thèmes annoncés ressemblait étrangement à ce qu'elle avait décrit dans son dossier. Modèle hybride de culture durable et intelligence climatique appliquée. Les mots étaient différents, mais le fond était trop proche pour être anodin. Élodie sut immédiatement qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Pas maintenant. Il y avait trop de coïncidences, trop d'ombres. Elle devait comprendre ce qui se passait réellement. Et surtout, elle devait protéger ce qu'elle avait créé. Elle n'avait ni avocat, ni réseau, ni capital. Mais elle avait autre chose, une détermination forgée dans l'oubli, une ténacité née de l'effacement. Elle décida qu'elle assisterait à cette deuxième session. Pas en tant qu'invitée officielle, pas en tant que participante reconnue, mais en tant qu'observatrice. Elle voulait entendre de ses propres oreilles ce que l'entreprise allait présenter. Elle voulait voir si ces mots, ces schémas, ces concepts allaient ressortir des bouches élégantes de ceux qui l'avaient ignoré. Et si c'était le cas, elle saurait quoi faire. Dans cette petite chambre sans luxe, entourée de papiers griffonnés et d'écrans vacillants, Élodie ne se sentit pas diminuée. Au contraire, elle se sentait plus lucide que jamais,
Elle n'était pas à sa place dans leur couloir, non parce qu'elle en était indigne, mais parce qu'ils ne savaient pas encore reconnaître la valeur qui ne portait pas leur code. Elle ne demanderait plus la permission. À partir de maintenant, elle exigerait la vérité. Le matin suivant l'entretien avec la cadre, Élodie se réveilla avant l'aube dans la petite chambre qu'elle avait louée à l'orée de Paris. Dehors, les premières lueurs grises peinaient à traverser les rideaux fatigués. Elle resta immobile un long moment, serrant contre elle le carnet où elle conservait ses notes, ses schémas, ses calculs et ses intuitions. Le souffle doux et régulier de la ville endormie lui semblait distant, presque irréel, et pourtant, le danger qu'elle sentait, lui, vibrait dans son ventre depuis la veille. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix en demeurant ici. Mais l'idée même de rentrer à sa ferme, de retourner là-bas comme si rien ne s'était passé, lui paraissait désormais impossible. Quelque chose de plus vaste que sa simple vie campagnarde l'appelait. Vers 9 heures, un doux souffle de soulagement accompagna la sonnette de la porte. Mathieu, le stagiaire au badge au cou, apparut dans l'encadrement, les traits tirés par un mélange d'excitation et de fatigue. Il tenait dans sa main un dossier imprimé, l'air grave. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, dit-il en entrant. Mais ce n'est pas joli. » Élodie se redressa sur le lit, tâchant de maîtriser l'espoir qui se levait en elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, le cœur serré. Il déposa le dossier sur la table de chevet, ouvrit la première page et montra des lignes de code, des adresses IP, des horodatages. Il expliqua qu'en interrogeant les serveurs de messagerie de l'entreprise, il avait découvert que le courriel l'invitant à la réunion avait bien transité par le serveur principal de l'entreprise, comme le montrait l'entête authentique. Mais dans les métadonnées de l'attachement, le document PDF lié à mon projet, se trouvait une adresse IP extérieure, non attribuée à un poste de l'entreprise, mais à un serveur de cloud public basé dans un pays étranger. Autrement dit-il lentement, le mail est parti de l'entreprise, mais le fichier joint a été ajouté ultérieurement depuis l'extérieur. Quelqu'un a utilisé les bons identifiants internes pour envoyer le message, puis a joint un document existant sur un serveur extérieur, ce qui explique pourquoi votre nom n'apparaît nulle part dans les bases de données internes. Élodie sentit un vertige. Une partie d'elle jubilait. L'erreur administrative devenait un acte délibéré, mais une autre boule se forma dans sa gorge. Si c'était le cas, ce document avait pu être altéré, copié encore, et republié sous un autre nom, ailleurs. Qui avait accès à ce serveur extérieur? Pourquoi avoir agi depuis un nuage numérique lointain? Mathieu feuilleta d'autres pages. J'ai passé au peigne fin l'historique des accès. Il y a une entrée suspecte, un poste identifié seulement comme utilisateur interne, sans nom, qui a accédé au document original de votre dossier il y a environ 2 semaines, pendant la nuit. L'horodatage correspond. Ensuite, l'attachement apparaît sur le mail envoyé à vous 3 jours plus tard. Aucun usage interne n'explique ce saut. C'est comme si quelqu'un avait exfiltré vos fichiers, puis les avait renvoyés comme s'ils venaient de vous, pour créer une piste crédible, mais Rose Bonbon, parfaitement falsifiée. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, non de douleur, mais d'indignation. Elle ferma les poings, comme pour ne pas trembler. « Tu es sûr ?» articula-t-elle d'une voix ferme. « Je ne veux pas me tromper. Si je dois tout perdre, autant savoir précisément pourquoi et comment. » Il hocha la tête, le visage tiré. « Je suis sûr. Et ce n'est pas tout. J'ai retrouvé que ce même serveur public a hébergé, voilà 6 mois, une version antérieure de votre dossier, avec un nom différent, mais le même contenu technique, la même structure, les mêmes schémas. Le fichier avait été mis en ligne par un utilisateur anonyme, puis supprimé. Ce n'était pas public, pas un forum, pas un blog, un dépôt caché. Personne ne l'a remarqué, jusqu'à maintenant. » Élodie ferma les yeux. Elle revoyait sa ferme, la terre humide sous ses bottes, le chant monotone des abeilles sur la lavande, ses calculs tardifs à la lueur de la lampe, toutes ces nuits où elle avait imaginé des plans, des rotations, des cycles nutritifs, des diagrammes de rendement. Tout cela avait été volé, dupliqué, remanié, et peut-être promis à d'autres avant qu'elle n'en ait conscience. Pendant un instant, elle se demanda si tout n'était qu'un rêve fou qu'elle projetait sur des feuilles, une chimère qu'un professionnel aurait convertie en annonce clinquante sous un nom flatteur. Mais quand elle rouvrit les yeux, ce fut non avec peur, mais avec détermination. Elle ne dirigerait pas de plainte, pas encore. Elle n'avait pas d'avocat,
pas d'expérience en justice, juste la vérité, brute, nue, documentée, et un jeune stagiaire prêt à risquer sa place pour l'aider. Mathieu referma le dossier et le posa devant elle. « Il nous faut des preuves tangibles, dit-il. Les métadonnées, les logs, les fichiers, tout doit être sauvegardé. Si nous arrivons à prouver que le projet présenté dans la conférence de l'entreprise est identique au vôtre, pas des idées similaires, mais votre code, vos données, vos notes, ça pourrait changer la donne. » Élodie se leva, le regard dur, les épaules droites. « Très bien. Mais je veux aussi savoir qui a accédé aux documents. Si c'était un cadre, un directeur ou quelqu'un lié à la communication ou au département innovation, je veux que le conseil d'administration soit informé. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont failli voler quelque chose que j'ai conçu seul. » Mathieu hésita. « C'est dangereux. Si tu lances ça sans protection, ils peuvent effacer les traces, verrouiller les fichiers, prétendre que tout vient d'une industrie de consultants anonymes. Tu n'as pas de contrat, pas de dépôt légal, rien. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors nous allons agir vite. Je vais sauvegarder tous mes anciens emails, tous mes brouillons, tout ce qui prouve que l'idée m'appartenait. Et toi, tu vas sécuriser ces logs. Ensuite, nous devons trouver quelqu'un capable de comparer les deux versions du dossier, la mienne et celle qu'ils présenteront, pour prouver le plagiat. À Paris, peut-être un universitaire, un expert en agronomie ou en développement durable. Quelqu'un avec une voix écoutée. » Elle retourna au bureau minuscule, ralluma l'ordinateur et ouvrit le disque dur externe où elle conservait ses archives. Elle triava les fichiers, copia les versions anciennes, nota les dates et heures. Chaque document qu'elle retrouva semblait murmurer l'histoire de sa persévérance, de ses doutes, de ses choix. Elle comprit que ces lignes, ces chiffres, ces graphismes surchargés n'étaient pas seulement des données. C'était son identité, son travail, sa vérité. Personne ne pourrait les lui arracher sans les voir écrits en toute clarté. Le reste de la matinée s'écoula dans un silence partagé, suspendu. Mathieu relisait les logs, les croisait, les classait. Élodie observait la skyline de Paris par la fenêtre, le ciel nuageux et bas, comme un rideau gris couvrant un théâtre de faux semblants. Elle avait l'impression d'être au bord d'un précipice, mais elle ne reculait pas. Elle se sentait prête à sauter, non pas dans le vide, mais vers la vérité, vers la justice de ses idées. Quand il fut temps de sortir, elle enfila son manteau beige, serra contre elle le sac contenant tous ses dossiers, ses disques durs, ses carnets. Elle jeta un regard à Mathieu. « Merci, dit-elle, pour avoir cru que ce mail pouvait être authentique, pour ne pas m'avoir renvoyé chez moi, pour tout ça. » Il hocha la tête, silencieux. « Ne les laisse pas t'écraser », fut sa seule réponse. Elle quitta l'appartement comme on quitte un refuge fragile, mais avec la certitude que plus rien ne serait jamais comme avant. La partie qu'elle croyait jouer, celle de la visite, de l'invitation, de l'espoir, venait de s'achever. Une nouvelle partie, celle de la lutte, commençait. Et cette fois, elle savait qu'elle ne serait plus une simple invitée ignorée dans un couloir de marbre. Elle serait l'auteur invisible d'un projet que quelqu'un pensait pouvoir voler. Et elle allait se battre pour que la vérité réclame sa place. Le lendemain matin, l'air de Paris était plus tranchant que les jours précédents, comme si la ville elle-même s'était tendue. Élodie s'était levée tôt. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais son esprit était d'une clarté presque douloureuse. Elle avait recopié plusieurs fois son plan, classé les pièces de preuve avec rigueur, enregistré sur plusieurs supports les métadonnées récupérées par Mathieu. Le jeune stagiaire l'avait rejointe 1 heure plus tôt pour lui remettre une clé USB cryptée, contenant une copie des données les plus sensibles. Elle savait désormais qu'elle ne pouvait faire confiance à personne dans les étages supérieurs d'Agronova et que le moment approchait où elle devrait affronter l'origine du mensonge. La journée 2 de la conférence annuelle battait son plein dans un centre événementiel à quelques kilomètres du siège de l'entreprise. L'événement avait été ouvert au public sur inscription et Élodie avait réussi à s'y glisser en s'enregistrant sous un nom légèrement modifié. Elle portait une tenue plus sobre que lors de sa première visite. Pantalon noir, chemise boutonnée et manteau gris. Rien d'extravagant, rien de rural non plus, juste assez de neutralité pour passer inaperçu. La salle principale était immense, divisée en zones de présentation, stands technologiques et panels de discussion. Élodie s'y glissa comme une observatrice prudente, le regard en alerte.
Elle savait que le directeur adjoint, François Delaroche, celui-là même qui avait signé le courriel initial, allait intervenir en début d'après-midi pour présenter un projet clé du département Innovation. Ce projet portait un nom générique, Terre d'avenir, mais la description dans le programme laissait peu de doute. Il s'agissait d'un modèle de culture régénérative intégré à des systèmes d'analyse météorologique prédictive. C'était exactement le cœur de son concept. Elle erra dans les allées, retenant son souffle chaque fois qu'elle croisait un cadre ou un employé croisé les jours précédents. Puis, à travers la foule, elle aperçut une silhouette familière, François Delaroche. Il était en pleine discussion avec un petit groupe de collaborateurs, riant à demi, un badge orné de son nom attaché à sa veste. Elle s'approcha lentement, d'abord par curiosité, puis avec un élan incontrôlé. Elle n'avait jamais vu son visage de si près. Le regard vif, les traits taillés pour les conférences de presse, il incarnait la confiance tranquille de ceux qui n'ont jamais été remis en question. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui. Puis, avec une maîtrise presque instinctive, elle s'adressa à lui d'une voix claire. « Monsieur Delaroche ?» Il tourna la tête, d'abord sans émotion, puis fronça légèrement les sourcils en la dévisageant. Un moment de flottement. Elle voyait dans ses yeux qu'il la reconnaissait, mais qu'il ne voulait pas que cela se voie. « Vous êtes… » »« Désolé. Je ne crois pas vous connaître, » répondit-il avec un sourire vague. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. C'était donc ainsi qu'il jouerait. « Élodie Laurent, je suis celle que vous avez invitée au siège il y a 3 jours. Le projet Solrenou? La convocation par email ?» Il fit un pas de côté, jetant un œil autour de lui comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Si vous avez des questions, adressez-vous à l'accueil. Je suis attendu pour une présentation. » Et d'un geste rapide, il fit signe à un agent de sécurité posté non loin. L'homme en costume s'approcha immédiatement, prêt à intervenir. « Monsieur ?» demanda-t-il, le regard interrogeant Élodie. Delaroche se pencha vers lui et murmura quelques mots à l'oreille, suffisamment bas pour que personne ne les entende. L'agent hocha la tête, puis se tourna vers Élodie. « Madame, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Il y a eu une erreur sur votre accréditation. » Elle comprit immédiatement ce qui se passait. Il voulait la faire disparaître avant qu'elle n'ait le temps de parler, avant qu'elle ne puisse montrer ce qu'elle savait, avant qu'elle ne ruine son grand moment. « Non, » dit-elle fermement, « je suis ici légalement, et j'ai des documents que je suis prête à rendre publics. Vous faites une erreur. » L'agent l'ignora et lui fit un signe plus pressant. 2 autres hommes en costume s'approchèrent. Élodie fut conduite vers la sortie latérale, sans ménagement, sous le regard indifférent de la foule. On ne criait pas. On ne l'insultait pas. C'était une exclusion propre, silencieuse, comme une poussière qu'on balaie sans qu'elle ne laisse de traces. Une fois dehors, elle resta immobile quelques secondes, respirant difficilement. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, une voix familière la héla. « Élodie, attends !» Mathieu courait vers elle, tenant une pochette à la main. « Je t'ai vu depuis le stand presse. J'ai assisté à toute la scène. Ils essaient clairement de t'effacer. Mais tu ne vas pas les laisser faire. Pas après ce que j'ai trouvé. » Il lui tendit la pochette. À l'intérieur, un ensemble de documents, des captures d'écran, des extraits d'emails internes et surtout une correspondance interceptée entre 2 membres du département Innovation. L'un d'eux mentionnait explicitement la version retravaillée du projet Solrenou, sous le nouveau nom de Terre d'avenir. Il était écrit noir sur blanc que le concept original avait été repensé pour correspondre aux attentes du comité de validation et que la source initiale, non officielle, ne devait pas être évoquée en public. Élodie resta figée. Chaque mot qu'elle lisait confirmait ce qu'elle redoutait depuis le début. Il n'y avait pas eu de malentendu, pas d'erreur, pas de confusion bureaucratique. On l'avait lu, on l'avait copié, et on avait délibérément décidé de l'effacer. Elle leva les yeux vers Mathieu. Il attendait, prêt à suivre sa décision. « Il faut qu'on fasse quelque chose, dit-elle enfin. Je refuse que cette histoire se termine ainsi. » Il acquiesça. « Je connais quelqu'un, un professeur d'université spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et innovation scientifique. Il a travaillé avec des associations pour protéger les idées issues des milieux ruraux. Je peux lui parler. Et toi, tu dois préparer une présentation. Officielle, documentée. Avec tout ce que tu as, tu vas raconter ton histoire. Et cette fois, tout le monde va t'écouter. » Élodie inspira profondément. Le froid n'avait plus d'effet. Le rejet, l'humiliation, la peur,
Tout s'était transformé en résolution. Si Delaroche voulait l'effacer, il allait devoir faire face à bien plus qu'une paysanne silencieuse. Elle allait reprendre ce qu'on lui avait volé, et elle le ferait devant tous ceux qui l'avaient ignoré. Le vent soufflait fort entre les immeubles gris lorsque Élodie retourna à sa chambre de location, encore secouée par les événements de la journée. L'humiliation publique n'avait pas entamé sa détermination, mais elle avait révélé sans détour la brutalité du monde qu'elle affrontait. On ne l'avait pas seulement ignorée, on l'avait expulsée comme une intruse, balayée hors du cadre, comme si sa présence était une anomalie. Et pourtant, c'était bien elle la source du projet phare qu'Agronova s'apprêtait à dévoiler. La preuve dormait dans son sac, dans ses disques durs, dans son carnet noir rempli à la main avec des années de sueur, de patience et d'ingéniosité. Assise à la petite table bancale de la chambre, elle rouvrit une à une les preuves que Mathieu lui avait remises. Les échanges internes trahissaient une vérité que personne ne voulait admettre en surface. Le projet Terre d'avenir, annoncé comme une innovation issue d'un long processus de recherche, s'appuyait en réalité sur les fondations solides de Sol Renou. Même les expressions utilisées dans les fiches de présentation, comme rotation harmonique ou strate de restitution biologique, étaient des termes qu'elle avait forgés dans ses travaux, bien avant qu'Agronova ne les récupère. Mais plus elle relisait ces lignes, plus une autre idée prenait forme. Si cette entreprise avait mis tant d'efforts à effacer son nom, c'est qu'elle savait que l'idée avait de la valeur. Et si cette idée avait de la valeur, elle n'avait pas besoin de leur validation. Elle devait exister par elle-même, avec ou sans le sceau d'une multinationale. Ce soir-là, au lieu de s'effondrer ou de fuir, Élodie prit une décision. Elle n'allait pas retourner en Normandie. Pas tout de suite. Elle allait rester à Paris, continuer à creuser, à construire son dossier, à contacter des alliés. Sa vérité devait émerger, et pour cela, elle devait jouer leur jeu à sa manière. Elle se mit d'abord à chercher un logement plus stable. Elle trouva une petite chambre en colocation dans un quartier périphérique, chez une dame âgée dont le fils, ancien professeur, vivait à l'étranger. En échange d'un loyer modique, elle accepta de l'aider à entretenir le jardin et à faire quelques courses. L'endroit n'était pas grand, mais il lui offrait une certaine sécurité, et surtout une connexion Internet stable pour continuer son enquête. Pendant les jours suivants, Élodie étudia chaque membre du comité exécutif d'Agronova. Elle dressa des profils, retrouva des articles, analysa les déclarations publiques et les décisions prises par chacun au cours des dernières années. Ce qu'elle découvrit l'écœura. Plusieurs projets de l'entreprise avaient été nourris d'idées extérieures, souvent issues de concours ouverts à de jeunes chercheurs ou à des agriculteurs indépendants. Et bien que la participation ait toujours été ouverte et transparente, les gagnants annoncés ne correspondaient jamais aux idées les plus originales. En creusant davantage, elle réalisa que les projets écartés servaient souvent de base à des produits lancés 6 mois plus tard, sous des noms modifiés, présentés comme fruits du travail interne. Elle reconnut même des fragments de projets qu'elle avait étudiés elle-même, comme si l'entreprise avait bâti un modèle de prédation intellectuelle institutionnalisé. C'était bien plus qu'une affaire isolée. Elle se retrouvait face à un système. Un soir, alors qu'elle organisait ses preuves, Mathieu la rejoignit dans un café discret du 19e arrondissement. Il était tendu, les yeux cernés, mais déterminé. « Je me suis arrangé pour récupérer les documents internes liés à la préparation de la conférence. Le plan initial, les premières versions des supports de présentation. Et devine quoi ?» ajouta-t-il en sortant un fichier imprimé. Il posa une page sur la table. En haut, le titre « Projet SLRN, phase 1, origine externe à valider ». Ce n'était pas le nom final, mais les initiales de Sol Renou étaient là. En dessous, un commentaire manuscrit « À retravailler pour intégration dans la présentation Terre d'avenir. Supprimer toute référence source. Appropriation par innovation interne. » Élodie sentit son cœur accélérer. C'était l'aveu direct, noir sur blanc, une preuve irréfutable de l'appropriation. « Et ce n'est pas tout, » continua Mathieu. « J'ai trouvé le document que tu avais envoyé il y a plusieurs mois au concours de la Fondation Agronova. Il a été rejeté officiellement, mais il a bien été téléchargé, partagé à l'interne et modifié. C'est là que tout a commencé. » Elle se souvenait parfaitement de cette tentative. À l'époque, elle avait joint un document de plus de 60 pages, avec des annexes, des simulations climatiques, des résultats de terrain. Elle n'avait jamais reçu de réponse, pas même une confirmation de réception.
Elle pensait alors que son projet avait été ignoré. En réalité, il avait été absorbé, vidé de son nom et projeté sur une scène à laquelle elle n'aurait jamais dû avoir accès. Elle serra les dents. Cette fois, elle ne laisserait pas passer. Elle n'était pas venue ici pour mendier une reconnaissance symbolique. Elle voulait qu'on sache, qu'on admette et qu'on corrige. Avec l'aide de Mathieu, elle prit contact avec un professeur de l'Institut national agronomique de Paris, recommandé par l'ancien collègue de la dame qui l'hébergeait. Ce professeur, François Lemoine, avait travaillé sur des dossiers sensibles liés à la protection des idées agricoles issues de l'économie populaire. Il accepta de la recevoir, intrigué par la clarté des documents qu'elle avait transmis en amont. Le jour de la rencontre, Élodie se présenta avec l'ensemble de ses archives, des copies numériques, des témoignages et un dossier chronologique rigoureux. Lemoine fut impressionné par la qualité de la documentation, la précision technique du projet et surtout par la violence administrative dont elle avait été victime. « Vous avez été pillée, Madame Laurent », déclara-t-il après une heure de lecture attentive, et pas par un amateur. Ils ont couvert leurs traces avec méthode. Mais ils ont laissé suffisamment d'indices pour qu'un œil averti voie ce qui s'est passé. Il accepta de l'aider à préparer une contre-présentation fondée sur les preuves matérielles à adresser au comité éthique de l'entreprise et, au besoin, au ministère de l'Agriculture. Il proposa également de l'accompagner lors d'un prochain événement public où le projet Terre d'avenir serait de nouveau présenté, pour l'aider à établir une comparaison technique en direct, devant témoins. Élodie sortit de l'université avec une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, elle ne se sentait plus seule. Elle n'était plus seulement la petite paysanne qu'on avait tenté de faire taire. Elle devenait la femme qui allait dévoiler un système, dénoncer une pratique et peut-être réécrire les règles d'un monde trop souvent fermé à celles et ceux qui pensent hors des cadres attendus. Elle n'avait plus peur. Elle était prête. Le 3e jour de la conférence d'Agronova fut celui que tous attendaient. La grande présentation publique du projet Terre d'avenir, annoncé comme le pivot stratégique de la décennie pour l'entreprise. Un projet censé réinventer l'agriculture française en combinant durabilité, rendement et technologie de pointe. Cette promesse, vendue dans les brochures, les interviews, les vidéos promotionnelles, attirait une foule nombreuse. Universitaires, investisseurs, journalistes spécialisés et jeunes ingénieurs y voyaient l'avant-garde d'une nouvelle ère. Tous ignoraient que l'ossature de cette révolution avait été conçue, testée et documentée par une femme exclue du tableau. Élodie se faufila discrètement dans l'amphithéâtre principal à travers une entrée de service aidée par Mathieu qui, de l'intérieur, avait usé de ses connaissances du bâtiment pour lui permettre un accès discret. Il n'était plus question de se faire expulser à nouveau. Elle était venue en tant qu'observatrice silencieuse, avec pour seule arme la vérité qui lui brûlait les mains. Assise tout au fond de la salle, dissimulée par l'ombre, elle sortit son carnet noir et posa sur ses genoux une copie de son propre projet Solrenou. Chaque schéma, chaque formule, chaque tableau y était encore intact. Elle avait préparé un comparatif détaillé avec la version présentée par Agronova. Il ne restait plus qu'à attendre l'intervention de François Delaroche. Lorsque celui-ci entra sur scène, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise claire soigneusement repassée, il fut accueilli par des applaudissements nourris. Il se tenait droit, sûr de lui, prêt à dérouler une narration parfaitement huilée. Derrière lui, un écran géant afficha les premières slides du projet. Images de terres asséchées se transformant en prairies fertiles, phrases clés sur la résilience des systèmes agricoles et la synergie des savoirs. Dès les premières minutes, Élodie sentit une colère froide monter en elle. Les mots utilisés, les principes mis en avant, les outils présentés, tout lui appartenait. Il n'y avait pas de coïncidence. Il n'y avait pas d'inspiration partagée. Ce qu'elle voyait là, c'était le vol organisé, l'appropriation méticuleuse, rendue présentable par une mise en forme professionnelle. Même les infographies montrèrent les courbes qu'elle avait calculées à partir de ses propres observations de terrain. Il n'avait même pas pris la peine de changer certains détails visuels. Il s'était contenté de tout réemballer. Et ce qui l'étouffait le plus, ce n'était pas seulement la trahison technique, mais la facilité avec laquelle les spectateurs avalaient le discours. Chaque phrase prononcée par Delaroche était ponctuée de hochements de tête, de murmures admiratifs.
Des journalistes prenaient des notes, des jeunes enregistraient sur leur téléphone. Dans cette mise en scène, il était le visionnaire, le bâtisseur de demain. Elle, quant à elle, n'était qu'une silhouette muette au fond de la salle. Elle baissa les yeux un instant, comme pour se protéger. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine avec une force sourde. Une partie d'elle voulait se lever, crier, interrompre la farce. Mais l'autre partie savait que ce serait inutile. Sans cadre, sans preuve à l'instant, sans autorité pour la soutenir, on l'accuserait immédiatement de provocation, de mensonge, de déséquilibre. On ferait d'elle une femme frustrée venue perturber le progrès. Elle devait attendre. Préparer le moment exact où elle aurait la parole, les appuis et les preuves. Ce moment viendrait. Mais ce n'était pas encore celui-là. La présentation dura plus d'1 heure. Delaroche déroula les étapes du projet comme s'il en avait vécu chaque composant, comme s'il avait lui-même marché dans les champs, collecté les données, formulé les équations. Lorsqu'il mentionna les essais pilotes, réalisés dans 3 exploitations partenaires, Élodie reconnut même la méthode qu'elle avait utilisée sur ses propres parcelles. Une alternance de cultures avec analyse des sols avant et après chaque cycle, croisée avec des données météorologiques locales. Le copier-coller allait jusqu'à la description des outils utilisés, des capteurs de sol bon marché, les mêmes qu'elle avait achetés elle-même sur un site en ligne spécialisé. Elle serra les mâchoires. Sa gorge était sèche. Ses yeux restaient fixés sur l'écran. Il lui semblait que chaque minute arrachait un fragment de sa voix. Elle n'était plus simplement une spectatrice. Elle était devenue la preuve vivante d'un mensonge. Lorsque Delaroche quitta la scène sous les applaudissements nourris, Élodie se leva lentement. Elle sortit sans bruit, traversa les coulisses, descendit les escaliers de service jusqu'à l'extérieur. Mathieu la retrouva quelques minutes plus tard, un peu essoufflée, un sac sur l'épaule. « Je l'ai tout filmé, dit-il, et j'ai comparé en temps réel avec ton document. C'est une copie conforme. Le professeur Lemoine est déjà en train de rédiger une analyse comparative. Il m'a dit qu'on aurait un rapport officiel d'ici 2 jours. » Elle hocha la tête. Elle voulait répondre, mais aucun mot ne venait. Pas de colère verbale, pas de cri, juste un vide. Elle s'assit sur un banc près de la sortie de secours, les mains croisées entre les genoux. « C'est comme si on m'avait effacé, » murmura-t-elle enfin. « Comme si j'avais tout donné, pour qu'ils puissent briller avec mes idées. » Mathieu s'assit à côté d'elle. « Non, Élodie, tu as donné quelque chose de réel. Eux, ils ne font que l'imiter. Tu as créé. Ils ont volé. Et c'est pour ça qu'on peut les exposer. Ce qu'ils ont, c'est un masque. Ce que tu as, c'est la source. » Elle acquiesça, lentement. Son visage restait impassible, mais son esprit se réorganisait déjà. Le choc passé, le plan reprenait forme. Ils avaient montré leur jeu. Ils avaient exposé le plagiat au grand jour, pensant que personne ne viendrait les contredire. Mais ils s'étaient trompés. Elle sortit de son sac une nouvelle pochette, différente des précédentes. Ce n'était pas un dossier de preuves, c'était un plan de communication. Préparé avec soin par le professeur Lemoine, et un ancien journaliste reconverti dans la défense des lanceurs d'alerte. Une stratégie complète, identification des points faibles, calendrier des publications, contact dans la presse et surtout une proposition de conférence publique pour dénoncer le cas, preuves à l'appui. Élodie ouvrit la première page. Le titre était simple, « La vérité derrière Terre d'avenir ». Elle referma la pochette, se leva et regarda droit devant elle. « Je vais les confronter. Pas dans l'ombre, pas en me cachant. Je veux que chaque personne qui a applaudi aujourd'hui sache ce qu'ils ont fait, et ce que j'ai fait, moi, pour qu'on ne m'oublie plus jamais. » 3 jours après la grande présentation du projet Terre d'avenir, la tension avait changé de camp. Ce qui, pour Élodie, avait d'abord été une lutte solitaire contre l'invisibilité, prenait désormais les contours d'un affrontement stratégique et documenté. Elle n'était plus seule. Autour d'elle gravitaient désormais des alliés concrets. Mathieu, le stagiaire devenu confident et investigateur, le professeur Lemoine, dont la rigueur académique imposait le respect, et une poignée de soutiens discrets, réunis par une cause commune, faire éclater la vérité. Dans une salle de travail mise à disposition par l'université agronomique, Élodie relisait pour la énième fois les conclusions du rapport comparatif préparé par Lemoine. Sur une 50aine de pages, il avait mis en lumière les correspondances mot pour mot, les schémas identiques, les méthodologies reprises à l'identique et les structures de données copiées sans attribution. Les preuves étaient solides,
Mais un élément manquait encore pour que le dossier devienne inattaquable. Il fallait un lien numérique irréfutable entre le fichier d'origine, celui qu'Élodie avait envoyé au concours d'Agronova, et la version exploitée dans la présentation de Delaroche. Une connexion invisible mais présente. Les métadonnées. Ce mot que jusqu'alors elle associait à un jargon lointain d'informaticien devint son obsession. Elle comprit rapidement, grâce aux explications patientes de Mathieu, que chaque fichier informatique conserve une trace de son origine, l'heure de sa création, l'auteur désigné, parfois même les logiciels utilisés et les noms d'utilisateurs du poste d'origine. Ces informations ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles constituent l'empreinte digitale du document. Et dans le cas de Saul Renou, ce détail pouvait être la pièce manquante pour établir l'antériorité incontestable de son travail. Mathieu se lança dans une analyse complète des fichiers. Il fouilla dans les brouillons qu'Élodie avait sauvegardés sur ses disques durs, ses anciennes clés USB, et même sur le vieux disque d'un ordinateur qu'elle avait laissé de côté depuis des mois. Chaque fichier était ouvert, examiné, recopié dans un dossier sécurisé. Dans l'un d'eux, un fichier intitulé solrenou.phase 3 Definitive Docs, il trouva une anomalie fascinante. Les métadonnées indiquaient une date de création très antérieure à tout ce qu'Agronova avait présenté, plus de 6 mois avant leur première réunion de préparation du projet Terre d'avenir. Mieux encore, l'auteur du document était identifié comme Élodie Laure, et une note interne contenait un résumé du projet dans les termes exacts qu'on retrouvait dans les premières diapositives de Delaroche. Mais ce n'était pas tout. Dans une version PDF enregistrée à peine 3 jours avant l'envoi du fameux mail d'invitation, un détail inattendu apparut. Un fichier temporaire avait été joint automatiquement par le logiciel d'édition. Un fichier invisible aux yeux de l'utilisateur, mais conservé dans l'enveloppe numérique du document. Ce fichier contenait un aperçu automatique d'un tableau, jamais modifié, et signé d'une adresse e-mail, appartenant à un poste du département R&D d'Agronova. En clair, quelqu'un avait téléchargé le fichier original d'Élodie, l'avait ouvert, manipulé, puis réintégré dans un document officiel. Le nom de l'ordinateur était codé, mais la correspondance avec les connexions réseau de l'entreprise permettait de le relier à un utilisateur précis, B. Hauser, ingénieur en chef de l'équipe Innovation. Ce nom n'était pas apparu jusqu'à présent dans leurs recherches. Élodie n'avait jamais eu affaire à lui. Il ne figurait pas dans les signatures des emails, ni dans les documents de communication. Il évoluait dans les coulisses techniques, loin des projecteurs. Pourtant, c'était lui à présent qui liait directement le plagiat à une action humaine identifiable. Il n'était plus question de supposition ou de coïncidence. C'était une trace matérielle, insérée involontairement par une négligence informatique, mais devenue désormais l'arme la plus tranchante dans leur arsenal. L'après-midi même, ils convoquèrent le professeur Lemoine pour lui présenter cette découverte. Il étudia les métadonnées, vérifia leur authenticité avec un collègue spécialisé en sécurité numérique, puis valida leur légitimité. Avec ça, nous passons de la suspicion à l'accusation. Ce fichier est la preuve qu'un document appartenant à Madame Laurent a été manipulé sur un poste identifié d'Agronova, à une date qui précède toute présentation interne du projet Terre d'avenir. Le lien est direct, traçable, incontestable. Élodie écoutait, silencieuse, ses doigts crispés autour d'un stylo. Elle n'était plus dans l'émotion. Elle avait dépassé l'humiliation, la colère, même la peur. Elle était dans une forme de clarté froide, celle qui saisit ceux qui comprennent que l'instant est venu de passer à l'action. Ils rédigèrent un dossier complet, structuré pour être soumis à la fois au comité d'éthique d'Agronova, à la presse spécialisée et, si nécessaire, à la justice. Le rapport fut imprimé, relié, copié en plusieurs exemplaires. Une version numérique fut sauvegardée sur un cloud sécurisé, avec horodatage certifié. Mathieu contacta une journaliste d'un média d'investigation agricole qui accepta de rencontrer Élodie le lendemain pour écouter son récit. Mais le plus important était encore à venir. L'événement ouvert au public organisé par Agronova en fin de semaine. Ce forum, censé mettre en lumière les partenariats entre agriculteurs et technologie, serait l'occasion parfaite de présenter publiquement la vérité. Élodie avait été invitée de nouveau, cette fois officiellement grâce à l'intervention de Lemoine, auprès du comité de sélection. Elle aurait une table ronde de 20 minutes pour présenter sa vision de l'agriculture durable. Un créneau modeste, mais suffisant pour exposer les faits.
Le soir, de retour chez elle, Élodie relut son discours. Elle y parlait de la terre, de ses racines, des outils simples et des idées complexes qui naissent loin des tours de verre. Mais cette fois, elle ne parlerait pas en suppliciante. Elle ne demanderait plus à être entendue. Elle parlerait en témoin, en actrice, en initiatrice. Et si son nom n'avait jamais été prononcé lors des grandes annonces d'Agronova, il le serait désormais. Non pas pour flatter une revanche personnelle, mais pour redonner à chaque idée née dans l'ombre le droit d'exister à la lumière. Le jour de l'événement arriva, lourd d'attentes contenues. Élodie se réveilla tôt, le corps tendu comme un fil trop tiré, mais l'esprit étrangement calme. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Le dossier était prêt, le discours révisé, les preuves sécurisées. La salle de conférence, cette fois, ne serait pas un territoire étranger conquis par effraction. Elle y avait été invitée par un processus officiel. Pas parce qu'on l'avait soudainement reconnue, mais parce qu'un homme, le moine, avait forcé la porte du système en invoquant des principes auxquels même une multinationale ne pouvait se soustraire. Transparence, éthique, équité. Lorsqu'elle arriva sur place, vêtue sobrement d'une chemise claire et d'un pantalon foncé, elle fut accueillie avec neutralité par les hôtesses. Pas de sourire appuyé, mais pas d'indifférence méprisante non plus. Elle portait un badge à son nom, Élodie Laurent, agricultrice indépendante, consultante. Le mot consultante était nouveau, mais justifié par son récent partenariat officieux avec l'université. Pour la première fois, une identité institutionnelle venait appuyer son existence. La salle se remplissait lentement. Sur l'estrade, 2 chaises et une table basse attendaient les intervenants de la table ronde. Un ingénieur agro-technologique, un représentant du ministère de l'Agriculture et Élodie. La session était intitulée « Agriculture et innovation, regard croisé sur les modèles émergents ». Un intitulé suffisamment vague pour n'éveiller aucun soupçon. Pourtant, dans la salle, plusieurs personnes étaient venues spécifiquement pour entendre Élodie. L'article paru la veille dans un média spécialisé, signé par la journaliste rencontrée en urgence 2 jours plus tôt, avait éveillé l'intérêt. Le titre ne laissait pas place au doute. Une paysanne face aux géants. Et si la grande idée d'Agronova ne venait pas de là où on le croit? Assis dans le public, le moine, Mathieu et la journaliste suivaient chaque mouvement avec attention. Les caméras étaient prêtes, les micros installés. Le public, mélange d'experts, d'étudiants et de curieux, ignorait encore ce qui allait se jouer. Lorsque l'animateur lança la session, Élodie écouta avec attention les 2 premiers intervenants. Ils parlèrent d'efficience, de transition écologique, d'outils connectés, des mots lisses, des expressions polies, des formulations prudentes. Puis ce fut son tour. Elle prit la parole calmement, sans note visible, simplement avec le carnet noir posé sur ses genoux. « Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la Terre. Pas de celle qu'on mesure avec des capteurs ou qu'on photographie par satellite, mais de celle qu'on retourne à la main, qu'on observe au fil des saisons, qu'on écoute en silence. » Elle expliqua comment était né le projet Sol Renou, dans une petite ferme normande, sans laboratoire, sans financement, sans personnel. Elle parla de ses nuits à croiser données climatiques et pratiques anciennes, de ses tests empiriques, de ses échecs. Elle décrivit ensuite le dépôt de son projet auprès du concours d'Agronova, resté sans réponse, et les mois de silence qui suivirent. Puis, elle leva lentement une pochette, en sortit une copie imprimée du document original et la posa sur la table. Voici la version complète de mon projet, datée, signée, enregistrée. Elle contient les mêmes structures, les mêmes noms de modules, les mêmes méthodologies que le projet Terre d'avenir présenté par Agronova il y a une semaine. La salle commença à réagir. Murmures, échanges de regards. Elle poursuivit imperturbable. Voici le rapport d'un professeur indépendant, validé par une équipe universitaire, comparant mon projet à celui présenté publiquement par Monsieur Delaroche. 52 pages de correspondance. Et voici, elle brandit un 2e dossier, l'analyse technique des métadonnées, identifiant l'origine du fichier modifié sur un poste interne d'Agronova, daté avant la première présentation du projet. Elle ne leva pas la voix. Elle ne trembla pas. Elle se contenta d'aligner les faits un à un avec la froideur d'un procès verbal. Et c'est précisément cette retenue qui électrisa la salle. Le modérateur, pris de court, tenta de recentrer la discussion. « Ce sont des accusations graves, Madame Laurent. Avez-vous tenté de contacter directement les responsables concernés ?»
Je l'ai fait, répondit-elle, à plusieurs reprises. J'ai même été expulsé d'un événement après avoir tenté d'en parler. Ce n'est qu'avec l'aide de personnes extérieures au système que j'ai pu revenir ici, avec des preuves. Dans les rangs, une main se leva. Un journaliste indépendant demanda à prendre la parole. Il interrogea Élodie sur les dates, les noms, les éléments techniques. Elle répondit point par point, sans hésitation. Un autre journaliste enchaîna. Puis une femme, chercheuse en éthique des sciences, demanda si elle avait l'intention de porter l'affaire devant la justice. Élodie marqua un silence puis répondit « Je n'exclus rien, mais je suis venue ici d'abord pour que la vérité soit dite, pas par vengeance, mais parce que le vol intellectuel ne doit pas être normalisé, surtout quand il frappe celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. » À ce moment-là, la salle était suspendue à ses lèvres. Le modérateur, visiblement nerveux, tenta de conclure. Il reviendra à Agronova de répondre à ces éléments. En attendant, Madame Laurent, merci pour votre témoignage. Mais le silence fut rompu par une voix du fond de la salle, une voix qu'Élodie reconnut instantanément. François Delaroche. Il s'était levé, l'air tendu, les mâchoires serrées. Il demanda à prendre la parole. Le modérateur, décontenancé, accepta. Je réfute catégoriquement ces accusations. Le projet Terre d'avenir est le fruit d'un travail collectif mené en interne. Si des similarités existent, elles relèvent de l'évolution logique des pratiques agricoles modernes. Nous sommes ouverts à toute vérification, mais nous refusons les procès publics basés sur des interprétations unilatérales. Élodie le regarda droit dans les yeux. Vous refusez les procès publics, mais vous avez organisé un plagiat à huis clos. Vos mots sont lissés. Les miens sont ancrés dans la réalité. Le public resta figé. Personne n'osait briser la tension. C'est alors que le moine se leva, brandissant le rapport universitaire. Le débat est désormais étayé par des faits vérifiables. Nous avons déjà envoyé ce dossier au conseil d'administration d'Agronova. Et si aucune réponse n'est donnée, la presse prendra le relais. Ce fut le point de bascule. Le silence se transforma en agitation. Certains membres du public se levèrent, d'autres prenaient des photos. Les journalistes envoyèrent des messages en direct. Le rideau venait de se déchirer. Et au centre de cette tempête, Élodie restait droite, calme, intacte. Pour la première fois, on l'écoutait non parce qu'elle avait crié plus fort, mais parce qu'elle avait résisté sans jamais reculer. Elle n'avait pas gagné encore, mais elle avait forcé le monde à la regarder dans les yeux. Lorsque les micros se turent et que les chuchotements s'élevèrent dans la salle comble, on aurait pu croire que le calme reviendrait, que chacun reprendrait place, gêné peut-être, ou curieux. Mais en l'espace de quelques minutes, l'air changea. Les visages se figèrent, les téléphones furent sortis, des regards se croisèrent, incrédules. Le public, jusque-là attentif mais distant, semblable à un flot indécis, se divisa. Certains murmurèrent des interrogations, d'autres hochèrent la tête, certains serrèrent des poings. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, la neutralité se fissurait. Quelques heures plus tard, le téléphone de l'un des conseillers externes de l'entreprise vibra. Un nom s'afficha. Presse Agency. Demande d'information urgente. Sur l'écran, un écran d'alerte s'ouvrit automatiquement. Les conseillers, réunis en comité restreint dans une salle vitrée, s'échangèrent des regards. Le numéro de ceux qui avaient applaudi l'orateur du projet Terre d'avenir devint en un instant le centre d'une tempête silencieuse mais irrésistible. Les accusations portées par l'agricultrice indépendante, soutenues par un rapport universitaire et des métadonnées techniques, n'étaient plus de simples doutes lancés dans l'air. Elles pesaient désormais comme un nuage sombre sur la réputation de l'entreprise. Le directeur général, membre influent du conseil d'administration, ordonna la convocation immédiate d'un ordre du jour extraordinaire. Tous les membres, internes comme externes, devaient être informés, y compris ceux qui avaient soutenu publiquement le projet. Le débat fut fixé à 24 heures. L'annonce circula dans les bureaux, échappa aux canaux formels et gagna les messageries personnelles. Bientôt, dans les open space feutrés du siège, dans les couloirs vitrés, l'impression d'une fissure invisible grandissante s'installa. De l'autre côté, les journalistes commençaient à publier. L'un des plus influents sites d'investigation agricole lança un article à l'aube du lendemain. « Solrenou ou Terre d'avenir, quand le géant vole l'idée d'une paysanne ». L'article était factuel, précis, sans sensationnalisme gratuit, mais porté par la force des preuves. Il citait le rapport, les métadonnées, le témoignage public,
Il présentait les responsabilités internes, les dates, les correspondances. Peu après, d'autres médias, imprimés ou en ligne, reprirent le thème. Des blogs de recherche, des forums d'agronomes, des portails d'étudiants diffusèrent l'histoire sous la forme d'une controverse majeure. Dans les heures qui suivirent, une alliance inattendue se forma entre certains membres du conseil d'administration, inquiets des retombées. De l'aile dite progressiste, ceux ayant toujours prôné l'innovation sociale, l'éthique, la transparence, vinrent des voix demandant l'ouverture d'une enquête interne immédiate. Ils appuyèrent leur position sur le fait que l'entreprise risquait non seulement un scandale moral, mais un effondrement de confiance devant les investisseurs, les partenaires européens, les producteurs partenaires. Une lettre collective fut envoyée au président du Conseil, exigeant la suspension provisoire du projet Terre d'avenir jusqu'à la clarification complète du cas. Le président, d'abord dubitatif, fut rapidement poussé dans un angle. La pression monta. Les investisseurs externes contactèrent leurs représentants. Les partenaires ruraux posèrent des questions. Le ministère de l'Agriculture, alerté par des médias, fit savoir qu'il surveillait la situation, qu'il s'intéresserait à toute plainte officielle pour plagiat, détournement de propriété intellectuelle. Et surtout, la presse maintenait le feu allumé. Chaque détail, chaque document, chaque témoignage était scruté, diffusé, partagé. On lisait les noms, on examinait les effets, on sondait les réactions. Quand l'heure de la réunion du Conseil arriva, la salle était pleine. Un mélange de cadres supérieurs, de juristes, de représentants externes, d'actionnaires et de quelques observateurs sélectionnés. L'atmosphère était grave, froide. Le directeur adjoint, l'un des principaux artisans du projet, attendait en silence, entouré de notes, de graphiques, de plaquettes. Il avait conscience pour la première fois que les applaudissements précédents n'étaient plus qu'un décor fragile, prêt à s'effondrer. La séance s'ouvrit. Le président annonça l'ordre du jour. Examen des accusations portées contre le projet Terre d'avenir et les conditions de son développement. Les documents furent projetés, les principales pièces, rapports universitaires, métadonnées, comparatifs techniques, distribués à chacun. Un silence pesant s'installa. Puis le premier membre du conseil prit la parole. Une femme directrice d'un portefeuille de grands comptes, réputée pour son sens de l'éthique. Si ces éléments sont avérés, commença-t-elle d'un ton froid, ce que nous avons devant nous n'est pas un simple manquement, mais un acte de spoliation. Une entreprise se doit de protéger les idées, surtout quand elles viennent de l'extérieur. Nous ne pouvons pas continuer comme si rien ne s'était passé. Un autre intervenant, un représentant d'actionnaires institutionnels, acquiesça. Notre rôle n'est pas seulement de financer, mais de garantir la légitimité de nos engagements. Si notre image institutionnelle est compromise, cela remet en cause la valeur même du projet. Peu à peu, les voix favorables à une enquête prirent le dessus. Le directeur adjoint tenta une défense technocratique, parler d'évolution convergente, similitudes inévitables dans un secteur limité, absence de lien formel entre les deux dossiers. Ces arguments atténués, vacillants, furent balayés par la précision des documents présentés. Les métadonnées, horodatage, historique de modifications, identifiants internes, tout pointait vers une appropriation directe. Personne ne pouvait plus ignorer la réalité. Finalement, le Conseil adopta une résolution. Le projet Terre d'avenir serait immédiatement suspendu. Une enquête interne et externe serait lancée avec un cabinet indépendant mandaté pour examiner les faits, requêtes, responsabilités et conséquences. Les crédits liés au projet seraient gelés, les partenaires informés, les progrès publics arrêtés. Le directeur adjoint serait mis en congé provisoire, le temps de l'investigation. Tous les documents internes relatifs au projet seraient archivés sous scellé, accessibles uniquement aux enquêteurs. Un murmure parcourut la salle. Élodie, assise parmi les quelques observateurs admis, vit les visages blêmir. Elle sentait la tension se relâcher, comme une vague qui se retire après avoir violemment heurté le rivage. Mais au lieu de haine, ce qu'elle perçut était un respect renouvelé. Pas un triomphe, non, un effacement du mensonge, une reconnaissance tacite de la vérité, une possibilité de réparation enfin offerte. À la sortie, les journalistes l'attendaient, caméra pointée, micro tendu. Les questions fusèrent, brutales, pressantes. Élodie répondit avec calme, modestie, précision. Elle évoqua non seulement sa volonté de justice, mais aussi son rêve, que l'agriculture, l'innovation
ne soit pas réservé aux élites, aux diplômés, aux insiders. Que des idées, même simples, même nées dans un champ de lavande, puissent être entendues, protégées, valorisées. Elle parla de transparence, d'équité, de dignité. Ce soir-là, lorsque les premières lignes de presse annoncèrent la suspension du projet, la mise en place d'une enquête, le départ provisoire du cadre responsable, elle sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Les murs de verre de l'entreprise n'étaient plus étanches. Les idées avaient un visage, elles aussi. Et ce visage, désormais, appartenait à la vérité. Après le choc public, les heures qui suivirent furent à la fois chaotiques et silencieuses pour Élodie. Elle n'était plus dans le feu de l'action, mais au bord d'un gouffre de décision. Le conseil avait suspendu le projet, les médias s'étaient emparés de l'affaire, et pour la première fois depuis le début de son parcours, son nom circulait non comme une note de bas de page, mais comme l'origine d'une innovation. Elle n'était plus la camponesa ignorée à l'accueil, ni la silhouette effacée dans les couloirs d'une entreprise indifférente. Elle était devenue, malgré elle, une figure centrale d'un débat national sur l'éthique de l'innovation. Pourtant, dans l'intimité de sa chambre, Élodie doutait, pas de la légitimité de son combat. Cela, elle ne le remettrait jamais en question, mais de ce qu'elle allait faire de cette victoire. Car l'affaire avait pris des proportions bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Des journalistes internationaux la contactaient, des étudiants lui écrivaient, des producteurs de podcasts lui proposaient des entretiens. Et, au milieu de cette agitation, une lettre officielle fut déposée par coursier. Une invitation à discuter d'un accord à l'amiable avec Agronova. Le courrier était clair. L'entreprise reconnaissait, sans l'écrire explicitement, l'origine problématique du projet Terre d'avenir. Elle proposait un dédommagement financier conséquent, accompagné d'une clause de confidentialité. En échange, Élodie renoncerait à toute action en justice et à toute communication ultérieure sur le sujet. Une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle aurait pu acheter plusieurs fermes, investir dans un projet personnel, sécuriser sa vie pour les années à venir. Mais lorsqu'elle lut les dernières lignes, une colère sourde monta en elle. Ce que l'entreprise tentait d'acheter, ce n'était pas son silence, c'était son effacement. À nouveau, elle refusa l'offre. Le jour même, elle convoqua une réunion avec le moine, Mathieu, et la journaliste qui l'avait accompagnée depuis les premières révélations. Elle leur exposa sa décision, non comme un acte de bravoure, mais comme une nécessité morale. Elle ne voulait pas d'un chèque qui gommerait son nom de l'histoire. Elle voulait que son projet vive, mais dans la lumière. Pas comme une monnaie d'échange. Quelques jours plus tard, elle prit la parole dans un nouveau colloque sur l'agriculture durable, cette fois organisé par un consortium d'universités et d'associations. Elle y présenta elle-même Solrenou pour la première fois dans sa version complète, documentée, libre. Devant une salle attentive, elle parla du modèle, de ses fondements, de ses usages. Mais surtout, elle parla de collaboration, de respect des sources, de la manière dont les grandes entreprises pourraient, au lieu de prendre, apprendre à intégrer sans effacer. Ce discours fut largement relayé. Et c'est à la suite de cet événement qu'un nouveau courrier arriva, cette fois rédigé d'un ton différent. Il venait du nouveau directeur intérimaire d'Agronova. Celui-ci proposait non plus un accord de dédommagement, mais un partenariat éthique, fondé sur une reconnaissance complète de l'origine du projet. Il proposait que Solrenou soit officiellement intégré au programme de développement durable de l'entreprise, avec Élodie en tant que consultante principale, détentrice des droits intellectuels, avec mention permanente de sa paternité dans chaque communication. Élodie hésita. Elle consulta le moine, échangea avec Mathieu. La question n'était plus de savoir si elle avait gagné, mais comment cette victoire serait utilisée. Après réflexion, elle accepta. Non pour se soumettre à l'entreprise, mais pour transformer de l'intérieur ce qui avait tenté de l'exclure. Elle posa des conditions strictes, aucun droit exclusif sur la technologie, transparence totale sur les usages, création d'un fonds d'accompagnement pour les innovations rurales et publication publique de l'historique du projet. L'entreprise accepta. Les semaines suivantes furent denses. Élodie fut intégrée dans l'équipe en charge de la refonte du programme. Elle travaillait à distance, depuis sa ferme, mais aussi depuis un petit bureau à Paris. Elle partageait désormais son temps entre les champs et les réunions, entre le silence des lavandes et le tumulte des discussions techniques. L'ajustement ne fut pas simple. Il fallut apprivoiser les cadres, naviguer dans les jeux d'influence. Mais elle restait fidèle à elle-même,
directe, précise, ancrée dans la réalité du terrain. Son projet évolua. Il gagna en précision, en portée, mais sans jamais perdre l'âme qu'il avait fait naître. Elle supervisa des tests dans plusieurs régions, adapta le modèle à différents climats, valida des protocoles de formation. Elle insista pour que chaque agriculteur impliqué soit rémunéré non comme testeur, mais comme co-développeur. Le changement de culture au sein de l'entreprise fut lent, mais réel. Plusieurs employés reconnurent en privé qu'ils avaient été choqués par l'affaire. Certains lui demandèrent conseil pour leurs propres projets. D'autres, plus discrets, commencèrent à envisager un nouveau rapport aux idées venues de l'extérieur. La presse, de son côté, continuait de suivre l'histoire, non plus sous l'angle du scandale, mais sous celui du redressement. Le récit de la Camponesa, devenue actrice du changement, intéressait. On l'invita à des conférences, à des panels, à des formations. Mais elle restait sélective. Elle refusait les formats simplistes, les raccourcis émotionnels. Elle parlait peu d'elle, beaucoup de ce qui l'avait amenée à penser différemment. Un soir, dans sa ferme redevenue calme, elle observa le champ de lavande au crépuscule. Tout était semblable à ce qu'elle avait laissé. Et pourtant, tout avait changé. Elle n'était plus l'agricultrice inconnue écrivant ses idées à la lumière d'une lampe d'atelier. Elle était devenue une voix entendue, sans avoir jamais trahi ses principes. Elle avait refusé l'achat de son silence, pour offrir à son idée une place qu'aucune somme ne pouvait acheter, celle d'un modèle de vérité reconnu. Et alors qu'elle caressait les tiges encore tièdes d'un plant de lavande, elle pensa, sans nostalgie, à cette première nuit où elle avait reçu ce fameux email. Il n'y avait plus d'amertume. Il n'y avait que la certitude tranquille d'avoir tenu bon. Quelques mois après la reconnaissance officielle de son projet, Élodie Laurent n'était plus simplement un nom murmuré entre spécialistes de l'agriculture durable. Elle était devenue une référence. Non une célébrité bruyante, mais une figure qui imposait le respect, la rigueur et la vérité dans un domaine trop souvent accaparé par des discours creux ou des innovations de surface. Son visage apparaissait désormais dans les revues spécialisées. Ses interventions étaient attendues dans les conférences. Ses articles relayés par des réseaux de recherche, mais surtout, sa voix portait là où elle n'avait jamais été entendue auparavant, dans les zones rurales, auprès des jeunes qui, comme elle autrefois, se sentaient déconnectés du monde de l'innovation. Un matin, une équipe de journalistes venus de Bruxelles lui rendit visite dans sa ferme. Ils tournaient un documentaire pour une chaîne européenne consacrée à l'avenir de l'agriculture. Élodie les reçut simplement, comme elle l'aurait fait pour des voisins curieux. Elle leur montra ses plans de lavande, les parcelles où elle avait testé les premières versions du modèle Sol-Renou, les petits capteurs fixés au sol, modestes mais précis, les carnets noircis à la main qu'elle n'avait jamais cessé de remplir. Elle ne jouait aucun rôle. Elle était fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une femme de terrain, d'observation, de réflexion silencieuse. Le documentaire, diffusé quelques semaines plus tard, fit sensation. Sans musique dramatique, sans effets spectaculaires, il racontait le chemin d'une idée née loin des centres de pouvoir et qui avait su s'imposer par sa seule justesse. Il montrait comment une approche fondée sur la régénération des sols, le respect du vivant et l'intelligence des rythmes naturels pouvait s'allier à la technologie sans en devenir esclave. Les images de sa ferme, contrastant avec les bureaux d'Agronova, les captures d'écran de ses fichiers originaux, les témoignages des collègues universitaires, tout résonnait avec une sincérité rare. Loin d'un récit victimaire, c'était l'histoire d'une reconstruction. À la suite de cette diffusion, plusieurs écoles agricoles contactèrent Élodie pour l'inviter à intervenir dans leur programme. Elle accepta, mais posa une condition. Elle ne viendrait que si le cours pouvait se faire en partie sur le terrain, dans sa ferme, là où le modèle était né. Rapidement, un petit groupe de jeunes en formation s'installa dans un cycle régulier de stages, d'échanges et d'expérimentation. Ce n'était pas une école formelle, mais un espace vivant où l'apprentissage se faisait au contact direct du réel. Les élèves ne lisaient pas seulement des théories, ils creusaient, plantaient, testaient et surtout proposaient des améliorations. Pour Élodie, c'était cela l'avenir, un savoir circulant, évolutif, libéré de la hiérarchie stérile des grands laboratoires. Pendant ce temps, le modèle Sol-Renou s'implantait doucement dans plusieurs régions. Grâce à l'accord passé avec Agronova, il bénéficiait désormais d'un déploiement encadré, transparent et respectueux. Chaque producteur intéressé recevait une formation, un accompagnement et surtout
un contrat équitable, aucun brevet abusif, aucune exclusivité déloyale. L'entreprise avait appris, non sans heurts, qu'innover n'était pas seulement introduire une nouveauté, mais reconnaître les sources, respecter les trajectoires, assumer les erreurs. Le nom d'Élodie figurait désormais sur les brochures officielles, sur les rapports de projet, sur les invitations aux salons professionnels, non pas comme une signature décorative, mais comme une garante. Lors du Salon international de l'agriculture à Paris, elle fut invitée à prendre la parole en ouverture d'un cycle de débats sur la propriété intellectuelle et l'innovation agricole. Ce jour-là, elle monta sur scène devant une salle comble, mais ne parla pas de son histoire. Elle parla des autres, de ceux qui n'ont pas les mots justes, pas le ton attendu, pas l'apparence conforme, mais dont les idées peuvent transformer le monde si on les écoute vraiment. Elle rappela qu'un fichier informatique ne remplace pas l'expérience vécue, qu'un diplôme ne vaut pas plus qu'un hiver passé à comprendre la Terre, qu'une start-up n'a pas plus de légitimité qu'un vieux carnet raturé. Elle termina en citant une phrase simple, lue autrefois dans un livre oublié, « Les idées n'ont pas besoin de costume pour être vraies ». Son intervention fut ovationnée, non pour son style, mais pour sa vérité. Elle n'était pas devenue une idole. Elle était devenue une balise, un point d'ancrage dans un monde en mutation. La reconnaissance ne l'avait pas changée. Dans sa ferme, elle continuait à nourrir ses poules, à surveiller les niveaux d'humidité du sol, à corriger les erreurs des saisons. Son carnet s'était rempli d'annotations sur la version 2 de Sol Renou. De nouvelles idées naissaient. Elle les testait avec la même patience, le même scepticisme méthodique. Rien n'était acquis. Tout restait à prouver. Un jour, une lettre arriva de la part d'un jeune agriculteur du Sud-Ouest. Il écrivait qu'il avait découvert son travail, qu'il avait adapté ses méthodes à une culture de légumineuses sur terrain aride, et qu'il avait obtenu une hausse de rendement inattendue. Il terminait en disant « Merci de m'avoir fait comprendre que la vérité peut venir d'un champ, pas seulement d'un laboratoire. » Elle relut cette phrase plusieurs fois, puis la copia dans son carnet. Ce n'était pas une victoire, ni une revanche. C'était un début. Le nom d'Élodie Laurent figurait désormais dans les dossiers ministériels, dans les références académiques, dans les bases de données d'innovation. Mais ce n'est pas là qu'il comptait le plus. Il comptait sur les lèvres de ceux qui, dans le silence des campagnes, recommençaient à croire que leur savoir avait une valeur. Il comptait dans les conversations entre élèves en formation, dans les forums d'agriculteurs, dans les échanges discrets entre techniciens de terrain. Elle était devenue celle que l'on citait non parce qu'elle avait crié plus fort, mais parce qu'elle avait tenu bon, parce qu'elle avait résisté, parce qu'elle avait refusé de disparaître. Et désormais, chaque fois que l'on parlait d'agriculture régénérative en France, un nom revenait sans hésitation, Élodie Laurent. Non plus la paysanne qu'on n'avait pas reconnue, mais la femme qu'on ne pouvait plus ignorer.